Salut les gars, ici JCU. Pour moi, l'épée à thon est l'une des lames les plus emblématiques au monde. Si vous êtes sur YouTube, vous avez sûrement vu le roi du thon couper sans effort un thon d'une demi-tonne avec un énorme couteau. Dans cette vidéo, je vais tenter de créer l'épée à thon la plus sophistiquée et si possible la plus cool que vous ayez vue. La plupart, voire toutes, les épées à thon que vous voyez sont fabriquées en acier monobloc. Je savais vouloir forger cette épée en damas mosaïque, soudée par motif, ouais, mais toutes les mosaïques ne se valent pas. L'épée à thon est très longue, je voulais donc un motif plus fluide, pas trop quadrillé. J'ai choisi le motif damas souffle du dragon et prévois de l'améliorer avec le dégradé vu dans ma dernière vidéo sur le couteau de chef. C'était une combinaison difficile, mais j'avais confiance en moi. D'accord? Je pense que c'est le plus gros lingot avec lequel j'ai jamais travaillé. Voyons combien il pèse. 14,4. C'est vraiment fou. Ce motif Dragon's Breath a été conçu à l'origine par Mariko Momasi, et heureusement pour moi, il a un schéma des principales étapes de ce motif sur son Instagram. Je ne vais pas le suivre exactement, mais ce sera quand même une excellente base pour vous. Selon le schéma du Dragon's Breath, la première étape est de forger et souder plusieurs couches. Pourtant, je dois d'abord faire autre chose. Le motif en dégradé commence avec une superposition initiale très intéressante. Et à cause de cela, il ne commence qu'avec 12 couches. 12 couches, c'est bien trop peu pour obtenir un motif intéressant. Donc ce que je dois faire, c'est couper et resuperposer avant même d'arriver à la première étape du schéma. La raison pour laquelle je fabrique cette lame est assez intéressante. Il y a environ 2 mois, j'ai reçu un email d'une coutellerie à Paris appelée Lâche de couteaux. J'ai probablement écorché le nom, mais le propriétaire du magasin connaissait mon travail et voulait vraiment me commander un couteau de chef. Au début, j'hésitais car j'avais déjà des clients pour un couteau de chef, mais j'ai compris qu'un sabre à thon est simplement un grand couteau de chef. Une fois que j'ai compris ça, j'ai décidé de leur proposer l'idée. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'ils veuillent aller de l'avant, mais ils ont répondu presque immédiatement qu'ils adoraient l'idée. Après avoir entendu ça, je leur ai envoyé un devis de 10 000 $ avec mon délai, et à ma grande surprise, ils ont aussi accepté tout de suite. J'avais donc l'accord de mon client pour faire quelque chose d'aussi absurde que je n'aurais jamais osé sans lui, et j'étais très enthousiaste. J'utilise ici une presse hydraulique de forge. En débutant la forge, je voyais ces machines en vidéo et pensais, dommage, c'est un peu ennuyeux. Un marteau pilon serait bien plus cool. Je sais que certains d'entre vous pensent probablement la même chose. Alors laissez-moi profiter de ce moment pour parler des différences entre les deux et des compromis qu'ils impliquent. Pour commencer, les presses hydrauliques ont généralement une empreinte au sol très réduite. Elles n'ont pas besoin de fondation spéciale et offrent beaucoup de contrôle. Ma presse exerce une pression de 25 tonnes et occupe moins de 9 pieds carrés. Pour obtenir les mêmes performances avec un marteau pilon, il me faudrait un modèle avec un marteau de plus de 100 livres, et cela coûterait beaucoup plus cher, en plus de nécessiter plus d'entretien. Sans fondation dédiée, je risquerais de faire trembler la maison de mes parents. Mais les marteaux pilons ont tout de même leurs avantages. Leur mouvement est très percussif, on peut donc faire de longues chauffes. En fait, on peut même chauffer un clou de rail froid jusqu'à le rendre rouge vif rien qu'avec le marteau. Les presses le font l'inverse. Elles retirent vite la chaleur de l'acier, nécessitant plus de chauffe pour les tirer. La vitesse est similaire, mais le flux de travail diffère totalement. Objectivement, les marteaux pilons sont plus impressionnants. Quel que soit l'intérêt d'une presse, tout forgeron rêve d'un marteau pilon de 150 kg. Mais pour revenir à la fabrication, le plan pour ce lingot était de l'étirer suffisamment longtemps pour pouvoir le couper en 8 morceaux distincts. Je devais l'allonger beaucoup, sans dépasser 2 cm d'épaisseur. En combinant cela avec le fait que c'était le lingot le plus lourd avec lequel j'avais jamais commencé, le processus est devenu assez difficile. Le lingot se tordait et le redresser était un défi à chaque chauffe. Finalement, j'ai réussi à l'étirer et après quelques chauffes, tenez pour le redresser une dernière fois, je l'ai laissé refroidir à côté de ma forge. Ce n'est pas parfaitement plat, mais ce n'est pas grave. Sorti pour refroidir. Avec chaque déchet et chaque chute, on a 31 divisé par 8. C'est comme 3 et 7 huitièmes.
Très bien, voyons à quoi ça ressemble. Ah oui, tu en adores ça. Super, un dégradé tout en douceur. D'accord. C'est un peu difficile à voir, mais la dernière fois que j'ai fait un dégradé, c'était genre foncé à clair, foncé à clair, foncé à clair. Mais maintenant, c'est foncé à clair, puis foncé à clair, puis foncé. C'est un peu comme une onde longitudinale, au lieu d'une série de dégradés côte à côte. Et je pense que ça va vraiment être cool. Depuis environ un an, chaque fois que j'utilise mon accessoire de rectification de surface, je l'utilise à la verticale, au lieu d'incliner ma meuleuse. La raison pour laquelle je ne l'inclinais pas était vraiment stupide. C'est parce que je voulais entraîner mes biceps. Pour ce projet, j'en avais assez de faire des curls en nettoyant mon acier, donc j'ai repris la meuleuse inclinée. D'accord, c'était tellement plus facile que de le faire sans l'incliner à l'horizontale. On est prêt pour la prochaine coupe et le restac. Beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont dit de pousser ma MIG au lieu de la tirer, et j'ai décidé d'essayer ça ici. Je n'ai pas remarqué de grande différence, honnêtement. L'essentiel, c'est qu'on ne la voit pas, seule la pénétration est concernée. D'accord, on a commencé à 14,4. Je pense que c'est assez petit pour tenir sur la balance. Je plaisante. D'accord, 12,2. On a perdu environ 1 kg. Ce n'est pas trop mal, tout bien considéré. À ce stade, mon lopin ressemble à peu près à ça. J'ai empilé 12 couches 8 fois, donc environ 96 couches. Mais en plissant les yeux, on dirait peut-être seulement 8. Cela s'explique car le dégradé met surtout en valeur les couches plates. Donc je dois compter mes couches différemment. Je dois encore faire une coupe et un empilement avant de passer à la remise au carré pour créer mon CS. Je n'ai pas besoin de refaire 8 morceaux, même si je pourrais en faire 4 et ça suffirait. Pour ceux qui l'ignorent, je forge tout mon travail en Arizona. Au moment où j'ai filmé cette vidéo, c'était vers le début du mois de novembre, ce qui signifiait qu'il faisait enfin assez frais pour que mon environnement de forge devienne agréable. En été, le garage atteint souvent 55 à 60 degrés Celsius lors des soudures à la forge. La température atteignait seulement 38 degrés, donc moins de sueur, et plus besoin d'aller à la buanderie pour me rafraîchir, ce qui était agréable. Seule la taille de ma forge détermine celle de mon lingot. L'ouverture de ma forge fait 15 cm de large, donc chaque morceau ne devait pas dépasser 38 cm si je voulais couper ceci en quatre. C'était mon objectif ici. Les butées de ma presse faisaient environ 38 cm, et en étirant à cette épaisseur, je savais que c'était parfait. Tout s'est bien passé, la fabrication semble réussie. Très bien, nous devrions voir une série de dégradés ondulants. Et j'espère qu'on va voir ça. Oh ouais, je pense qu'on a bien fait ça. C'est un peu difficile de voir ce qui se passe. Après le meulage, toutes mes surfaces d'eau plus mes surfaces d'appui étant propres, il restait à les souder au MIG. Je ne vais pas dessiner ce nouveau lopin, mais j'avais enfin celui que Mareco a représenté dans son schéma. Je pouvais enfin avancer sur ce motif. Ce n'est pas juste ajouter des couches, c'était excitant. Très bien, lopin numéro 3. Mince. C'est beaucoup d'acier, j'en suis content. Selon le schéma de Mareco, je dois maintenant forger mes couches droites en forme de C, qui deviendront les flammes vaporeuses du souffle du dragon. Il est donc essentiel qu'elles soient exactement comme je le souhaite. Maintenant, ce que fait Mareco, c'est qu'il commence par remettre son acier en carré, puis il le forge en biais. Le truc, c'est que Mareco a un marteau pilon, et moi j'ai une presse, donc ce que je fais à la place, c'est qu'après avoir fixé mes soudures de forge sur les matrices plates, je passe à mes matrices de mise au carré.
Avec ces nouvelles matrices, je forge mon lopin de manière très agressive, en essayant de tirer l'acier de l'extérieur jusqu'au centre du lopin. L'objectif est que ma matrice supérieure atteigne l'inférieure. Quand cela se produit, je sais avoir déplacé le matériau au bon endroit. Ici, si vous regardez l'extrémité de la billette, vous pouvez presque voir de quoi je parle. Ces couches allées sont tirées autour de l'extérieur, donc elles ressemblent à une série de C sur les extrémités, mais elles sont droites au milieu. Maintenant que mes matrices se sont touchées et que je ne peux plus aller plus loin avec les matrices carrées, je repasse à mes matrices plates. Je tourne ma billette de 90 degrés et je forge ma billette à plat. L'effet est le même que celui de Mareko avec son marteau pilon, mais avec d'autres outils. Parfois, divers outils permettent d'atteindre le même but. Pour déterminer la forme de ce lopin, regardons à nouveau le schéma. L'étape suivante est inédite sur cette chaîne. Nous devons en fait fendre le lopin en deux, dans le sens de la longueur, puis empiler les morceaux avec les C orientés dans la même direction. Je dois donc avoir un lopin très large mais très fin. J'ai utilisé mes grandes matrices plates en évitant de trop réduire la largeur, sauf pour la redresser. Très bien, on ne va pas simplement couper et empiler, on va couper ceci en 5, puis on va le fendre en deux dans le sens de la longueur. Je hais les moustiques. Je m'attends à ce que ça ait vraiment l'air cool. Ça devrait faire plein de C en dégradé. D'accord, donc ça a l'air plutôt cool. C'est ce qu'on voulait à cette étape, même si c'est peut-être un peu tordu. Cette étape était très stressante. L'étau de ma scie à ruban ne prenant que certaines longueurs, j'ai dû rallonger ses mâchoires avec un morceau d'acier pour saisir les pièces. Je devais aussi m'assurer que les pièces ne bougeaient pas du tout pendant la coupe et que la coupe suivait bien mes lignes de traçage. Globalement, et ça s'est bien passé, même si certaines de mes pièces étaient plus des trapèzes que des rectangles. J'espère que cela ne posera pas de problème plus tard. En observant bien ici, on distingue probablement les pièces un peu plus grandes que les autres. Je ne pensais pas que ce serait un problème et qu'en soudant soigneusement à la forge, j'éviterais toute inclusion froide. Très bien, quatrième lingot. Mince, d'accord. Environ 8 livres, ce n'est pas trop mal. Si on regarde encore une fois le schéma ici, la prochaine étape consiste en fait à forger ceci en un carré, puis à le tourner de 45 degrés et à le remettre en carré. Cela va m'aider à incliner mon motif de 45 degrés et à faire en sorte que les flammes aillent d'un coin à l'autre au lieu d'aller d'un côté à l'autre. Et ça va aussi ajouter un peu de distorsion pour les rendre encore plus flamboyantes. Une chose intéressante que certains d'entre vous ne savent peut-être pas, c'est que souffle du dragon est un terme utilisé en forge. Cela fait référence aux flammes qui sortent des extrémités de votre forge et qui peuvent en fait être ajustées en fonction du degré d'oxydation de votre flamme. Plus le souffle du dragon est grand, moins votre forge est oxydante. Pour la soudure à la forge, il faut une atmosphère réductrice et un souffle de dragon épais de la forge. Mon lopin était haut et mince. J'ai donc dû beaucoup le réduire avant de le remettre carré. Pour vérifier si mon lopin était bien carré avant de l'incliner, j'ai placé des butées dans ma presse et je l'ai tourné de 90 degrés. Alors que je remets ce lopin carré, je pense que c'est le bon moment pour commencer à parler de l'étape suivante du processus. Ça va être assez intéressant et c'est parce que je vais encore m'écarter un peu du dessin de Racco. Le lopin qu'il forge servira à un couteau de chef. Il peut donc juste façonner un petit pain et en découper des tranches. Je veux créer un sabre à thon plus long, donc au lieu d'un pain, je ferai des tuiles. J'ai donc besoin d'un motif de souffle de dragon modulaire à aligner et faire avancer sur la lame.
Pour cela, je comptais réaliser un damas à 4 directions avec cette pièce, obtenant ainsi cette partie du motif. Pour les soudures à 4 directions, il me faut des angles très vifs pour une soudure optimale. J'ai réussi à remettre cette pièce à une section carrée de 1,6 pouces de côté, mais les angles n'étaient pas assez nets. Alors, j'ai abaissé la hauteur du bloc d'arrêt à environ 1,5 pouces pour garantir de meilleurs angles. Très bien, voyons ce motif. Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je veux. Très bien. Donc à partir d'ici, on a en fait plusieurs options. Si je les faisais tous pointer vers l'extérieur comme une explosion, c'est ce qu'on appelle un motif en étoile. J'ai oublié exactement comment Mariko l'appelle, mais on essaye de faire quelque chose qui soit un peu plus linéaire sur la lame. Donc on va retourner ces deux-là, et elles vont toutes les deux aller vers l'extérieur, comme ça, un peu comme le souffle d'un dragon. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai finalement fait bien plus de meulage et de nettoyage que prévu. Tout à l'heure, moi, j'ai mentionné que les pièces trapézoïdales pouvaient créer de petites inclusions froides, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elles étaient peu profondes, mais les enlever en les meulant restait pénible. Ce que je fais ici, c'est que je commence par pointer mes 4 pièces ensemble pour tout aligner, puis je soude réellement chaque joint du bloc. C'était la dernière soudure à la forge avant la mosaïque, je devais donc veiller au bon déroulement. Théoriquement, je n'avais pas besoin de faire tout ça, et mon trempage traditionnel dans l'huile aurait suffi. Mais j'avais déjà 3 jours de travail sur ce bloc à ce stade, et je n'avais pas envie de recommencer. Très bien, on a commencé à 14,4. Voyons ce que donne notre bloc final. Oh, c'est plutôt bien. C'est genre un bon actif matériel, pas mal du tout. D'accord, une chute d'huile marquée. C'est la première fois que je réalise cette soudure à la forge pour ce motif nécessitant de presser sur 2 plans distincts. Pour fixer les soudures, je commence par mes matrices de mise au carré. Elles appuient sur les 4 côtés simultanément et sont plus sûres que les matrices plates pour souder sur 4 faces. Je rappelle avoir soudé chaque joint de ce lopin. Mon poste MIG utilisant du fil en acier doux, j'ai donc dû meuler ce métal avant de terminer l'étirage. L'une des pires choses que vous puissiez faire en fabriquant des mosaïques, c'est de laisser une masse d'acier doux en plein centre de votre lopin. Ce n'est même pas quelque chose que vous pouvez corriger plus tard dans le processus. Si vous avez cet acier doux au centre de votre lopin, il y reste. Vous ne pouvez ni le meuler ni le remplir, car avec quoi le feriez-vous? Encore de l'acier doux? Le plan à ce stade était de forger mon lopin jusqu'à ce qu'il fasse 1 pouce et 1/4 de haut sur 1 pouce et 3/4 de large. J'ai choisi ces dimensions car je devais couper les carreaux à 35 degrés et un lopin un peu plus large que haut permet d'obtenir des faces presque carrées. Si le lopin était carré au départ, le motif serait trop étiré après la découpe des carreaux. Je dois juste le garder à peine incandescent et on va le laisser refroidir là-dedans. J'ai laissé mon lingot refroidir toute la nuit dans un seau de vermiculite pour qu'il reste tendre et faciliter la découpe des carreaux. Après cela, j'ai meulé toutes les faces pour les nettoyer. Puis j'étais prêt à découper les carreaux et forger l'épée de thon. Oh là là, où sont mes chiffres? Spot? 305. D'accord, je veux que ces tuiles fassent 0,6 parce que je veux avoir plus de place pour les comprimer et les allonger. Je pense que cela rendra le motif plus dynamique. Je dois couper les tuiles au lieu de forger directement la lame depuis le lingot, car le motif traverse ma barre dans la longueur. Forger l'épée directement depuis ce lingot donnerait un motif linéaire aléatoire. Le carrelage permet de faire pivoter ce motif pour l'exposer perpendiculairement.
En forgeant ces tuiles côte à côte, le motif mosaïque apparaît sur la lame. Maintenant, pour préparer la soudure des tuiles, je dois prendre ces tuiles que j'ai découpées et les meuler en surface pour qu'elles aient exactement la même épaisseur. En sautant cette étape, je pourrais exercer une pression inégale sur mes tuiles et risquer un défaut de soudure. Je découpe une fine tôle pour insérer mes carreaux de mosaïque. Elles empêchent l'entrée d'oxygène, renforcent la rigidité et augmentent la masse thermique du bloc. Je ne suis pas vraiment sûr de l'épaisseur de la tôle que j'utilise ici, mais honnêtement, peu importe ce que vous utilisez. Une fois que ces plaques étaient prêtes, j'ai commencé à pointer chaque carreau sur les plaques un par un, en m'assurant que les carreaux étaient aussi proches que possible, sans aucun espace entre eux. C'était répétitif avec 8 carreaux, mais pas trop pénible. Et une fois que tout était fixé, la dernière étape consistait à souder au MIG chaque joint autour de la tôle, entre les carreaux, partout. Très bien, allons-y. Mes premières passes pour fixer ces soudures sont clairement les plus effrayantes. Je fais en sorte d'y aller très doucement et de manière très régulière sur toute la billette, et entre chaque chauffe, je la laisse tremper à température de soudure pendant 5 à 10 minutes à chaque fois. C'est pendant ce temps que la billette passe dans la forge que les soudures prennent vraiment. Un de mes amis forgerons a décrit cela comme le temps nécessaire pour que les électrons de l'acier rebondissent entre les barrières de soudure, et plus cela se produit, plus la soudure est solide. Après 6 ou 7 passes pour fixer mes soudures, j'ai décidé de meuler toute la soudure MIG sur les côtés de ma billette. Ma billette était encore rouge vif quand je l'ai meulée, donc les gerbes d'étincelles qui ont volé étaient vraiment impressionnantes. Tout a l'air plutôt bien. Je dois juste continuer à l'étirer. Il me faut au moins 50 centimètres pour la lame. Cela a pris presque toute une semaine, mais nous avons enfin atteint le point où je peux commencer à penser à forger la lame elle-même. Traditionnellement, les sabres à thon avaient une telle variété de longueurs qu'il m'a été assez difficile de choisir une bonne longueur pour cette pièce. J'en ai vu certains qui faisaient à peine 30 centimètres et d'autres qui faisaient presque 1,50 m. Avec le matériau disponible et la forme voulue, j'ai choisi une lame d'environ 53 centimètres comme point de départ. Je savais que plus tard, j'allais souder des renforts à la forge sur cette lame, juste pour ajouter un effet supplémentaire. Donc pour l'instant, le but était vraiment d'y aller à fond et de donner une bonne longueur à la pièce. L'une des choses regrettables que j'ai remarquées en me lançant dans des damas plus complexes, c'est que j'utilise de moins en moins le marteau à main. Cela semble presque paradoxal qu'un métier qui dépend autant de mes mains exige que je les utilise moins à mesure que je progresse. Heureusement, cette pièce est spéciale, je n'ai pas à la traiter comme une mosaïque ordinaire. Mon motif est censé être fluide, et l'une des meilleures façons d'aider un motif à couler est de le forger réellement. Maintenant, les sabres à thon ont une forme assez simple, donc tout ce que je peux vraiment faire, c'est forger une pointe et lui donner un léger biseau. Quoi qu'il en soit, c'était le moment de manier un marteau, et j'étais partant. Pour isoler ma soie pour les mitres à souder, je devais d'abord déterminer la hauteur du futur manche. Les sabres à thon ont souvent un manche BWA, ce manche japonais octogonal courant sur de nombreux couteaux traditionnels. Je n'aime pas trop ces manches pour mes couteaux de chef, mais pour un sabre à thon, le traditionnel reste préférable. Ces manches BWA sont généralement fins, mais je dois élargir le mien pour l'adapter à la lame. Après réflexion, j'ai forgé la soie à environ 1 pouce et 1/8 de haut. Cela me laisserait de la marge pour la meuler plus tard, sans trop enlever de matière. Après quelques coups de marteau légers à la main pour ajuster ma soie, cela conclut en fait la première étape de la forge. Pour la deuxième étape, je dois préparer l'ébauche de l'épée de thon pour les futurs renforts soudés à la forge. D'accord, oui, allons-y avec un matériau de renfort de 3/8 de pouce d'épaisseur. Ce lingot de Damas que je découpe provient du Damas mosaïque utilisé dans ma dernière vidéo sur le Bowie.
Je cherchais plus de symétrie pour les renforts. En ajoutant plus tard un pommeau en damas au bout du manche, les motifs seraient assortis à l'avant et à l'arrière. Je n'ai pas encore meulé aussi profondément, mais la tôle s'est probablement déjà détachée en grande partie. J'espère qu'on va déjà avoir du matériau propre. Ma garde sera ici, il suffit d'enlever un peu de matière. Et un peu plus de ce côté, juste ici. Je meulais la zone de la garde et faisais des essais pour vérifier qu'il ne restait plus de tôle dans le joint. Il a fallu plusieurs passages pour tout nettoyer. Ensuite, j'ai ajouté quelques points de soudure pour fixer la garde. Pour m'assurer que ces gardes soient bien soudées à la forge, j'ai fait mon trempage traditionnel dans l'huile et j'ai aussi préalablement fluxé la zone avant de la mettre dans la forge. Ces deux méthodes empêchent l'oxygène d'atteindre la jonction et le flux liquéfie toute calamine formée. Comme vous pouvez le voir, je ne frappe pas du tout la garde très fort. J'utilise simplement ces petits coups rapides et légers pour aider à fixer les soudures. Je me concentre surtout sur les coins où les défauts de soudure apparaissent pas souvent. En brossant la calamine, je cherche toute différence nette de couleur entre l'acier de la lame et les gardes. Une couleur uniforme indique que l'acier est homogène, tandis qu'un contraste marqué signale souvent une zone non soudée. D'accord, je peux toujours les tirer plus tard si besoin, mais ça ira pour l'instant. L'une des choses intéressantes à propos des sabres à thon, et je suppose des lames japonaises en général, c'est que beaucoup d'entre elles ont ce qu'on appelle un biseau simple. Un côté de la lame est plat avec une émouture concave, l'autre a un biseau taillé. À ma connaissance, tous les couteaux que j'ai fabriqués avaient un double biseau, donc je n'avais jamais forgé ce type d'objet auparavant. Je n'y ai pas trop réfléchi et j'ai simplement commencé à biseauter le côté droit de cette lame pour créer une géométrie à simple biseau pour droitier. J'ai vite compris que si je ne frappais pas la lame des deux côtés, elle devenait un tire-bouchon. J'ai donc dû la retourner et frapper de l'autre côté pour corriger. On biseaute un peu ça. D'accord, 21 pouces. Plutôt bien. L'un des attributs les plus importants de toute épée à thon est qu'elle doit s'affiner en largeur et en épaisseur à mesure que l'on se rapproche de la pointe. Je ne veux critiquer personne, mais je vois souvent en ligne des épées à thon ou lames japonaises avec des talons trop courts. Je tenais à éviter cela pour ma lame, alors j'ai pris le temps en fin de forge d'ajuster le profil et d'allonger le talon afin d'obtenir de bonnes proportions. N'étant pas très doué, je n'ai pas fait cela parfaitement et j'ai dû laisser une partie du profilage final à la meuleuse. Après un dernier redressage qu'il fallait normaliser la lame. L'acier a beaucoup subi, donc ces cycles thermiques vont réinitialiser sa structure, affiner le grain et garantir une bonne trempe. Ça a pris plus de temps que prévu. Mais on a terminé. C'est très déformé. Très déformé. Chaque coutelier réalise le meulage grossier à sa manière. Certaines personnes affinent donc leur tranchant jusqu'à l'épaisseur d'une pièce de 5 ou 10 centimes, d'autres ne meulent presque pas et passent directement à la trempe en sortant de la forge. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment de point de repère strict non plus, mais heureusement, cette pièce me dit exactement jusqu'où aller. Une pièce complexe en damas mosaïque doit être trempée très épaisse, après avoir retiré toute la tôle. Tremper l'acier au carbone entouré d'acier doux pose problème. Ne me demandez pas comment je sais. Très bien, j'ai un peu meulé. Voyons combien il reste de revêtements. Si vous regardez de ce côté, la plupart ne sont que de petites taches au milieu. Il y en a beaucoup près de la pointe, ce qui ne m'étonne pas, car je n'y ai pas touché.
De ce côté, il y a un petit motif genre vache camouflage ici, et aussi tout au bout de la pointe. On est presque prêt pour la trempe, mais je veux encore enlever un peu de matière car c'est encore lourd. Après avoir retiré un peu plus de matière à la meule, il fallait arrondir les angles pour éviter tout point de contrainte risquant de provoquer une fissure. J'ai utilisé une bande à grains plus fin que pour les biseaux sur la partie souple, pour obtenir un arrondi plus marqué qu'avec la platine plate. Je pense que je vais faire quelque chose d'un peu différent sur celui-ci. Au lieu d'austénitiser à 1500 comme d'habitude, je vais le faire à 1485. J'ai récemment lu qu'entre 1475 et 1500, le 15-9-20 perdait beaucoup de ténacité. Pour quelque chose d'aussi grand, je le veux plus résistant. D'accord. La seule chose en jeu, en ce moment, c'est 5 jours de travail et quelques centaines de dollars de matériel. Très bien, allons dans le carton. Au final, je pense que ça a bien marché. D'accord. Attendons que le four refroidisse avant d'aller pour la trempe. Oui, je n'ai rien entendu d'anormal. C'est exactement ce qu'on veut. Une trempe très calme, le meilleur type. Très bien, ça fait environ 1 heure. D'accord, et ce n'est pas trop mal, hein, c'est clairement un peu déformé. Ça ne semble correct nulle part. C'est assez difficile. Aucun des renforts ne s'est détaché, ce qui veut dire qu'ils sont bien coincés. Nous ferons 400 pendant 2 heures, 2 fois. Bien que j'ai serré ma lame entre deux madriers après la trempe, elle s'est légèrement voilée et j'ai dû la redresser avant le meulage final. Avant, j'utilisais un gabarit à 3 branches. À chaud, mais après avoir détruit Yakatana il y a 1 an et demi, j'ai adopté un marteau à panne ronde en carbure. Une fois la lame redressée, il fallait lui donner son profil final et commencer le meulage. Le talon de mon épée semblait bancal, la seule solution était de le meuler et de l'avancer. Je ne suis pas du tout fier de faire ça, et dans un monde parfait, je n'aurais jamais à le faire. Idéalement, j'aurais la compétence pour obtenir un talon affûté directement à la forge, et je pourrais garder ce demi-pouce de lame en plus. Avec mon profil que je trouve plutôt sexy, il était maintenant temps d'affûter mon biseau. J'ai commencé par surfacer rapidement le dessus de la lame pour le rendre plat. C'était une étape assez risquée car si je perdais le contrôle de la lame, cela entraînerait ma garde contre la roue et détruirait complètement mes lignes. Après avoir mesuré, et une fois satisfait de l'épaisseur, j'ai fait pivoter la lame et commencé à dégrossir mes biseaux. Je ne vais pas trop vous montrer mon processus d'affûtage des biseaux, parce que honnêtement, si vous voulez me voir affûter un biseau basique, vous devriez regarder n'importe laquelle de mes vidéos sur les katanas ou les tantos. Je veux prendre un moment pour parler de la pointe. Les sabres à thon possèdent divers styles de pointe, mais je voulais mettre ici le style Sakumaro. C'est la même pointe qu'on utiliserait pour un katana. Après avoir quitté katana, je voulais intégrer cette géométrie. Affûter cela était simple grâce à mon expérience, mais je devais rester très prudent. Très bien, donc les meulages de face sont pratiquement terminés, mais il y a un meulage très important à l'arrière, appelé l'Urasaki ou quelque chose comme ça, et c'est essentiellement un creux. Et ce que j'ai ici, c'est un platine avec un rayon de 29 pouces, et je vais l'utiliser pour commencer à dégrossir ce creux. Et je pense que ce que je vais faire, c'est un creux à rayon composé. Donc le centre sera aussi profond que celui-ci, mais les côtés auront le rayon d'une roue de 10 pouces. Ça peut être une bonne ou une mauvaise idée, mais je pense que je peux y arriver. D'accord, ça va mal tourner si je me rate.
Voyons ce qui se passe. Cette étape est stressante car l'acier extérieur du creux doit rester parfaitement plat. Si je perds mon angle et enlève de la matière au mauvais endroit, je dois alors réduire toute l'épaisseur arrière pour corriger. C'est comme construire un château de cartes. Mais s'il tombe, tu dois percer chaque carte et tout recommencer. Ça m'a pris environ 1 heure et demie, mais j'ai enfin réussi à finir ce biseau de départ sur toute la lame. Il y avait quelques endroits où c'était un peu creux, mais je pourrais corriger ça plus tard avec une roue de 10 pouces. Utiliser cette roue de 10 pouces sur l'extérieur du creux était tellement plus facile que la roue de 29 pouces en platine. J'avais plus de contrôle et pouvais travailler par section, déplaçant lentement la ligne à sa place. La raison pour laquelle je fais ce creux composé, c'est qu'on passait traditionnellement du temps à aplanir le dos de ces lames à simples biseaux sur les pierres. Un creux à rayon unique disparaîtrait bien plus vite qu'un creux à rayon composé, rendant l'affûtage inutile. Un rayon composé aide à la longévité et offre également un meilleur relâchement des aliments qu'un creux classique. Je suis plutôt content de ça. Très bien, j'ai un creux composé sur toute la surface. Je crois avoir perdu des années de vie à cause du stress que cela m'a causé. Avant de faire le handstand, je vais d'abord aplatir ce côté sur les pierres pour avoir un bon point de contact, puis je ferai le handstand à l'intérieur. La lame était essentiellement terminée et attendait le polissage final, donc maintenant il est temps de commencer à penser aux manches. Je vais faire une construction à soie cachée avec des entretoises et un pommeau. Je dois d'abord utiliser mon guide lime pour meuler une surface plate à l'arrière de la garde. Il sert juste d'aide. Vous pouvez le faire sans guide lime, mais contrôler l'angle est bien plus difficile. Ces dernières années, mon choix de matériaux pour l'entretoise a beaucoup évolué. Avant, je mettais une seule couche de laiton ou de bronze, puis c'est devenu du bronze entre deux couches de laiton. J'ai finalement associé du laiton à du GDX foncé, ce qui me semble être l'évolution finale de mes entretoises. Les couleurs s'accordent parfaitement, la colle du GDX est bien affleurante, c'est parfait. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué avoir commencé ainsi en voyant d'autres le faire. Plus j'y pense, moins j'en ai honte. Il y a tellement de créateurs et seulement un nombre limité de techniques. Si je devais m'empêcher de faire quelque chose simplement parce que quelqu'un l'a déjà fait, ce serait extrêmement étouffant. On va simplement appeler ça un voyage à 0,02. D'accord. La façon dont j'ajuste ces entretoises à ma soie a aussi beaucoup évolué. Avant d'avoir une fraiseuse, je perçais plusieurs trous et les limais à la main pour qu'ils s'adaptent à ma soie. Maintenant que j'ai une fraiseuse, j'usine une fente à la taille de ma soie. Puis avec une lime carrée, je lime les coins et généralement, ça s'adapte parfaitement. Le résultat est le même avec ces deux méthodes. Avec une main, j'ai le tunnel carpien. Avec l'autre, je peux enfin profiter d'avoir une fraiseuse. Très bien. Le laiton s'adapte complètement et l'autre GDX aussi s'adapte complètement. Sans pression, aucun espace. Il est temps de passer à la poignée. En fait, je ne sais pas encore quoi choisir. Ceci est de l'Ambonia Burl, ceci est du Nara ondulé. Ils viennent en fait du même arbre, mais celui-ci a juste des ondulations et celui-là a plein de loupes. Je pense que si je devais choisir entre ces deux-là, je prendrais celui-ci simplement parce que le motif est bien meilleur. Marlo, tu aimes ce bois? Je pense qu'il approuve. Il approuve. Au début, je fabriquais des couteaux uniquement avec des manches en pleine soie. Je n'ai commencé les soies cachées qu'il y a 3 ans.
Certains affirment que la pleine soie est plus solide et préférable. Mais pour les couteaux de cuisine avec des matériaux et des adhésifs modernes, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l'une ou l'autre méthode. Je n'ai jamais fait d'instruction pour une soie cachée car je ne voyais pas comment retirer la matière à l'intérieur du bloc de manche. On n'a pas une vision au rayon X pour voir la fente. À ma surprise, après avoir osé essayer la soie cachée, tout s'est simplifié. Je compliquais inutilement les choses. Maintenant, je perce plusieurs trous côte à côte, casse les cloisons avec le même forêt, puis j'utilise limes et broches pour mettre le trou au carré. Il y a clairement des allers-retours où j'essaye d'ajuster le bloc de manche sur la soie, puis je retourne limer un peu plus la fente. Mais ce n'est vraiment pas aussi compliqué que vous l'imaginiez tous ici. Ouais, voilà. Comment j'enlève ça? Je vais dire, c'est à peu près la forme finale que ça va avoir. Imagine un pommeau en damas ici. Voici le matériau pour le pommeau. Ça va être superbe. Mais je n'y arriverai pas si je ne l'enlève pas. Je voulais façonner ma poignée et poncer chaque pièce séparément, et la seule solution était de sceller ma soie. Ce procédé consiste essentiellement à tout coller à l'époxy, mais pas complètement. Je recouvre tout ce que je ne veux pas coller de façon permanente avec de la vaseline. Je vais le serrer 4 heures, revenir, casser le joint et laisser l'époxy durcir dans la forme de ma soie. Cela garantira que lorsque j'enlèverai le bloc de la poignée, je pourrai le remettre exactement de la même façon à chaque fois. Je crois que des gens m'ont recommandé d'autres choses à utiliser à la place de la vaseline, mais j'ai oublié de les chercher et de les acheter. Si ça ne marche pas, ce sera entièrement de ma faute et je mérite toute la douleur qui m'attend. Je devrais porter un masque, mais je vais plutôt retenir ma respiration 5 minutes. Je ne peux pas faire ça. D'accord? C'est nettoyé. Je pense que je vais juste laisser ça reposer pendant 4 heures. Très bien. Espérons qu'il n'est pas complètement bloqué. Super. Oh ouais, ouais, c'est déjà bien ajusté. Honnêtement, je n'ai même plus besoin de le serrer, mais je vais quand même le faire. Waouh, tout s'est parfaitement déroulé, c'était mieux que le grandeur nature. Poignée ajustée, il était temps de la façonner. Le bloc était un peu trop grand, donc je l'ai amené sur ma platine pour l'ajuster à la taille de ma garde. C'était un peu plus compliqué que je ne l'avais imaginé, simplement parce que la poignée était tellement longue qu'il était difficile de mettre en contact les faces du dessus et du dessous sans abîmer ma lame. Satisfait du résultat, j'ai mêlé les 4 facettes d'angle typique, du style de poignée, de W-way. Maintenant, l'un des dangers lorsqu'on meule quelque chose avec un renfort intégré, c'est que l'acier peut chauffer tellement à cause de la friction que l'on commence à brûler le bois juste à côté. Je ne voulais pas que ça arrive, alors j'ai cassé les arêtes du renfort avant de remettre la poignée et de reporter ces lignes. L'une des choses que j'ai de Rouillelis, que j'ai vite remarqué, c'est que sans ligne de traçage pour me guider lors du meulage, il est extrêmement difficile d'obtenir quelque chose de symétrique. J'ai essayé de tout corriger à l'œil, mais j'ai finalement décidé d'aller sur ma plaque de granit et de tracer quelques lignes pour pouvoir me guider lors du meulage. Le tracé a simplifié la mise en forme du manche. Passons donc à un aspect plus intéressant. Le pommeau en damas, une première pour moi sur cette chaîne. Très bien, ceci va être un pommeau, et j'ai besoin qu'il vienne se placer ici. Je vais d'abord aplanir la surface, puis fabriquer des goupilles d'alignement cachées pour la fixer facilement. Plaçons ces goupilles-là à 0,6 d'écart. Je dois juste trouver un point central entre les deux et avancer de 0,3 dans une direction.
Je choisis de faire des goupillas d'alignement caché pour plusieurs raisons. Pour façonner le pommeau avec la poignée, il me faut un moyen de l'installer et de l'enlever tout en gardant l'alignement exact. Je ne veux pas seulement compter sur la colle pour fixer ce pommeau à la poignée. L'époxy est vraiment solide, mais si une force de cisaillement agit dessus et qu'il n'y a pas de goupille pour aider à supporter cette charge, je parie que le pommeau se détacherait tout simplement. La tige de goupilla que j'utilise est simplement en laiton ordinaire. Pour m'assurer qu'elle s'ajuste bien, j'ai meulé un chanfrein dessus avec ma ponceuse à disque, puis je les ai emmenés à ma polisseuse pour lisser la surface. Juste un petit peu. La goupille s'insère. La goupille s'insère, je les pousse à plat, et puis boum, je pourrais l'enfoncer un peu plus pour qu'il n'y ait aucun espace, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Les goupilles imposées et le pommeau bien aligné, j'ai pu le meuler pour lui donner la forme de mon manche. Je ne voulais pas recevoir trop d'étincelles dans les cheveux, alors j'ai coupé le surplus d'acier avec la scie à ruban pour n'en recevoir qu'une partie. L'une des choses que je dois faire avec ce pommeau, c'est que je dois en fait le traiter thermiquement. Graver du damas non trempé donne moins de contraste qu'un métal trempé. Et puisque ma lame et ma garde ont toutes les deux été trempées, j'ai aussi dû tremper mon pommeau pour m'assurer que tout ait la même qualité métrique. Très bien, je pense que c'est trempé. J'ai choisi de tremper ce pommeau simplement avec une torche. Le pommeau n'est pas une pièce qui doit conserver un tranchant, donc faire une trempe au four ici serait vraiment exagéré. La façon dont je juge la température à laquelle je le chauffe, c'est simplement en me basant sur les couleurs. La température de l'acier influence directement la couleur de son oxyde, rendant cette étape simple. Très bien, je dois faire ça 2 fois, mais c'est exactement la couleur parfaite que je recherche. C'est la frontière entre un jaune bronze et un bleu. Après un second cycle de revenus et le nettoyage de mes renforts, il était temps de préparer la phase la plus cruciale, la finition manuelle de chaque élément. La raison pour laquelle je dis que la finition à la main est l'étape la plus importante, c'est parce que la qualité de votre finition détermine en fait la résolution de votre motif damas. Si vous gravez une lame finie à la machine, vous verrez toutes les marques de ponçage traverser le motif. Si vous la poncez à la main, après la gravure, seul le damas sera visible. Maintenant, le ponçage à la main n'est pas un processus compliqué du tout, mais je parierais que c'est la chose dans laquelle je me suis le plus amélioré au fil du temps dans le processus de fabrication de couteaux. Vous pourriez demander comment progresser rapidement dans quelque chose de simple, et honnêtement, ça se résume simplement à décider à quel moment je me dis oui, je pense que c'est suffisant. Si moi actuel, je m'asseyais à côté de moi-même d'il y a 3 ans et que je le regardais poncer une lame à la main, je suis sûr que je lui demanderais vraiment, ça te suffisait? Nous allons voir jusqu'où nous pouvons aller en termes de solidité ici. Le ponçage manuel du côté boursouflé de la poignée ressemblait à ce que j'ai déjà fait. Et il m'a fallu environ un jour et demi, soit à peu près 12 heures, pour amener tout cela à une belle finition au grain 600. La partie qui était vraiment difficile à faire, c'était le creux à l'arrière. Si vous vous souvenez, le creux a un rayon composé, ce qui signifie que je ne peux pas simplement prendre une cale à poncer d'un seul rayon et le poncer. J'ai dû faire preuve d'un peu de créativité pour trouver le meilleur support pour le papier de verre. Poncer ce creux est difficile car toutes mes cales sont plates. Mais cette bouteille de permablue est assez ronde. Donc je me dis que si je mets simplement le papier de verre, ici, je pourrais peut-être faire comme ça. Oh là là, ça a plutôt bien marché. Ouais, ça a plutôt bien marché. J'ai eu un bon contact. Le seul problème, c'est que c'est mou. C'est pas mal du tout. Il y a comme des petites marques en J à cause du papier de verre, mais je suis encore en train d'utiliser du grain 400 et 600. J'ai fixé du cuir sur un bâton de ponçage pour obtenir une finition plus uniforme avec le grain 400 et 600. Et cela a bien fonctionné. Ensuite, j'ai poncé le dessus et le dessous de la garde, le ricasso et le dos de la lame.
La plupart des gens ne verraient pas d'inconvénient à ce que ces zones restent rugueuses. Mais si je veux dire que c'est l'épée à thon la plus élégante, tout doit être parfait. Il ne restait plus qu'à poncer le bloc de manche avant d'assembler le tout. Je ne le finissais pas au grain 600, car je préférais le faire une fois tout assemblé. Maintenant, le processus de collage après ça était littéralement le même que pour moi fixer la soie, sauf sans vaseline. Donc je ne vais pas trop vous en montrer. Oh oui, ça va être spécial. Le bois avait fière allure et la dernière chose que je devais faire avant de pouvoir enfin graver le damas, c'était de graver ma marque de fabricant. Je crois vouloir cette marque de fabricant. Par ici. Le problème du biseau simple, c'est qu'il semble n'appartenir à aucun côté. Je trouve que ce serait une belle touche sur le dos. Très bien, 2,5 de puissance. Nous allons y aller pendant 1 minute et demie. Parfait, j'espère que tout ira bien. D'accord. Et c'est pas mal du tout. Mince, attends, c'est mieux que quand je le fais sur la partie plate. Oh ouais, c'est vraiment classe. C'est comme la marque parfaite d'un artisan. D'accord, j'ai menti. La vraie dernière étape avant la gravure, c'est de polir le bois. Elle semble douce, mais la polisseuse est assez puissante pour user une finition damas. Je pourrais cacher l'acier et polir le bois après gravure, mais ce serait très pénible et les transitions seraient peu nettes. Je pense que ça va être la gravure la plus cool jamais vue sur cette chaîne. Sans exagérer. Dans le perchlorure de fer. Ne tombe pas dans le réservoir, s'il te plaît. D'accord. Et on va laisser pendant 2 minutes. Je t'avoue, je suis un peu nerveux. D'accord, 2 minutes se sont écoulées. Oh mon Dieu, je suis vraiment nerveux. Oh mon Dieu! Mec, c'est exactement ce que je voulais. Rien n'a changé depuis, genre mon idée du motif comparé à sa réalité. Oh mon Dieu! La finition a l'air vraiment géniale en sortant du ferrique, mais une lame comme celle-ci mérite une finition encore meilleure. Je ponce les oxydes, prépare une seconde attaque au ferrique, puis enchaîne avec une attaque au café instantanée pour ma finition standard à fort contraste. Très bien, deuxième attaque. D'accord, elle ressemble à la première, juste un peu plus foncée. Oui, la deuxième attaque a vraiment accentué le chatoiement. Mes renforts étant aussi en damas, j'ai donc poncé chaque face du manche. Tout doit être propre avant la gravure au café. Je ne pense pas que ce soit suffisant, mais heureusement, on en a plus. D'accord, ça devrait suffire. D'accord, qui ça a pris une éternité à mélanger. Je veux juste en garder un peu pour le capuchon arrière. D'accord. On laisse ça 4 heures ou on vérifie après ce délai. Pendant que la lame grave au café, c'est le moment idéal pour poncer et graver mon pommeau.
Très bien, on va le mettre là-dedans. Voilà. Et c'est pas mal. Très bien, je pense qu'on est bon. On va remettre ça dans un bouchon neuf. D'accord. Maintenant, on laisse celui-ci reposer pendant 4 heures. Très bien, ça fait 4 heures. Ce qui veut dire que je suis vraiment nerveux. Très bien, voyons ce qu'on a. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Putain de merde. Je ne pensais pas que ce serait parfait du premier coup. Très bien, ça fait 4 heures aussi pour ce capuchon arrière. Voyons ce qu'on a obtenu. C'est vraiment super bien. C'est pratiquement un contraste parfait. Oh ouais, ça va être trop beau. Ça fait longtemps que j'attends ce moment, mais l'épéton est enfin presque terminé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de polir l'acier avec un chiffon spécial, coller le pommeau sur le manche, puis lui donner son tranchant final. J'espère vraiment que vous avez apprécié me regarder fabriquer cette pièce du début à la fin. Je sais que j'ai beaucoup fait monter la pression autour de cette pièce au début, alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle est à la hauteur de l'attente. Quoi qu'il en soit, après tout ça, je vous présente l'épéton terminé. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est un chargeur assez massif. J'ai à peine senti ça. C'est dingue. Ah mon Dieu! D'accord. C'est ce qui ressemble le plus à un thon rouge que j'ai pu trouver. Voyons ce qu'il peut faire. C'était plutôt facile.